Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël Villa, je suis assistant doctorant à l'Université de Genève en histoire de l'art de la période médiévale, et mon champ de spécialisation est la production artistique des 15e et 16e siècles français, tout en étant passionné par l'Antiquité. Je vous souhaite la bienvenue dans ma reconstitution virtuelle de la ville antique de Rome. Il s'agit d'un projet entamé il y a une dizaine d'années en utilisant le jeu vidéo Minecraft, un jeu destiné à un public large, mais qui a connu un immense succès auprès des plus jeunes. Il permet de collecter des blocs d'un mètre sur un mètre dans un environnement et de les replacer où bon nous semble, y compris pour construire des édifices complexes, mais dont le détail est toutefois limité par la forme des blocs. À partir du Forum romain, centre névralgique de la cité, j'ai donc reconstruit bloc par bloc une partie conséquente de Rome comme elle a pu se présenter au début du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est un projet qui a été alimenté dans un premier temps par des ouvrages de vulgarisation, comme le guide archéologique de la ville de Rome par Filippo Quarelli, puis, en parallèle de mes études universitaires, je me suis tourné vers les publications scientifiques des spécialistes de la ville de Rome, toujours Filippo Quarelli, mais aussi Andrea Carandini, Pierluigi Tucci ou encore Pierre Gros, pour ne citer qu'eux. Au-delà de ces travaux, ma reconstitution se nourrit de mes propres observations sur la forma urbis, ce plan de la cité gravé dans le marbre par les Romains au IIIe siècle de notre ère, et que l'on conserve de manière fragmentaire. La consultation de la littérature antique constitue également une source d'informations mise à profit, comme Tite-Live, Vitruve, Pline l'Ancien ou encore Suétone. Enfin, mes observations sur place et de nombreux clichés de restes visibles aujourd'hui viennent compléter autant que possible ces différents documents. Nous nous trouvons, comme je l'ai dit, au Forum romain, en plein cœur de la cité, à quelques pas de la Curie Julia, que vous voyez ici, où se réunissait le Sénat. Vous pouvez distinguer le palais impérial qui surplombe le Forum, le Tabularium, et la série de temples que des hypothèses récentes proposent de restituer à son sommet, et plus loin, la colline du Capitole et le temple de Jupiter, Optimus Maximus. L'intérêt d'une telle reconstitution est tout d'abord de pouvoir visualiser les édifices en contexte, en connexion les uns avec les autres, et ce à partir de l'utilisation d'un outil facile d'accès et non d'un programme de modélisation 3D plus chronophage et technique. L'autre intérêt, c'est évidemment de toucher un public assez jeune, comme cela a pu être le cas à 2 reprises lors de la nuit des musées à Genève, où j'ai pu présenter la ville à un parterre d'enfants, mais aussi d'adultes, en collaboration avec l'unité d'archéologie de l'Université de Genève. Évidemment, les utilisateurs du jeu Minecraft étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de voir les vieilles pierres à travers leur passe-temps favori. C'est donc un outil de vulgarisation et de médiation intéressant. L'objectif de cette vidéo, dans le cadre du festival européen latin-grec, et d'appréhender les sanctuaires des dieux égyptiens Isis et Sérapis, construits à quelques centaines de mètres au champ de Mars, pas très loin du Panthéon toujours visible à Rome, tout en évoquant leur histoire et leur architecture et ce que l'on sait de leur décoration. Voici ce complexe de grande dimension, près de 200 mètres de long sur 80 de large, qui se trouve, comme je viens de le dire, au champ de Mars, une grande étendue au nord-ouest du Forum, dont les principaux édifices ont été bâtis au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, comme le théâtre de Balbus, le stade de Domitien, le Panthéon, dont vous voyez ici la version d'Adrien, ou les thermes de Néron. Dans la proximité immédiate des sanctuaires égyptiens se trouve une grande place qui permettait de se réunir afin de voter, essentiellement sous la République. De là, et en passant sous cet arc monumental, on accédait à l'Iséum et au Sérapéum, les temples d'Isis et Sérapis. Au nord des temples se trouve l'Aqua Virgo, un aqueduc, et le temple du divin Adrien, empereur divinisé. Alors qu'au sud se trouve le Porticus Divorum, un espace dédié en partie au culte des empereurs Vespasien et son fils Titus. On se trouve donc au sein d'un réseau dense d'édifices permettant de rendre un culte à des empereurs divinisés, entre autres, mais aussi de bâtiments liés aux institutions politiques, pour dire ça assez simplement. L'existence des temples d'Isis et Sérapis est connue de quelques mentions dans les textes anciens, mais aussi de nombreux restes archéologiques dont l'emplacement d'origine précis est toutefois impossible à déterminer, leur découverte étant le résultat de fouilles trop anciennes. Une première édification de ces édifices remonterait à la fin de la République, si l'on en croit Dion Cassius, environ 1 an après l'assassinat de Jules César, soit en 43 avant Jésus-Christ. Les triumvirs, Lépide, Marc-Antoine et Octavien, le futur empereur Auguste, auraient fait voter leur édification. Mais il n'est pas impossible que de telles démarches aient déjà été envisagées par Jules César. Vous l'aurez compris, puisque vous connaissez certainement la relation entre César et Cléopâtre, on est alors à un moment où Rome est tournée vers l'Égypte. Et ce n'est probablement pas pour rien si en 28 avant Jésus-Christ,
Quelques années après sa victoire sur l'Égypte de Cléopâtre et Marc-Antoine, Octavien chasse ces mêmes cultes de l'enceinte sacrée de Rome, comme nous l'apprend à nouveau Dion Cassius. Les sanctuaires égyptiens ont par ailleurs souffert à plusieurs reprises de décisions politiques. C'est le cas avec Tibère au début du 1er siècle de notre ère, comme le rapportent Tacite et Suétone. Tacite écrit au livre 2 de ses Annales, chapitre 85-4, « On délibérera pour savoir s'il fallait bannir les cultes égyptiens et juifs, et les pairs prirent un senatus consulte ordonnant que 4000 hommes d'origine servile et affranchis, contaminés par ces superstitions ayant l'âge requis, soient emmenés en Sardaigne pour y réprimer les brigandages. » L'auteur Suétone attribue plus directement de telles démarches à l'empereur Tibère, au chapitre 36 de sa biographie. Je cite, « Il interdit les cérémonies étrangères, comme les rites égyptiens et judaïques, et il obligea ceux qui étaient attachés à ces superstitions à brûler les vêtements et tous les objets qui servaient à leur culte. » Et c'est dans ce contexte que l'auteur Flavius Joseph mentionne la destruction du temple d'Isis. On estime généralement que sous Caligula, successeur de Tibère, les cultes égyptiens furent réintégrés et leur temple construit où nous nous trouvons. Ils furent détruits en 80 lors d'un des grands incendies de la ville de Rome, sous le règne de Titus, avant que son frère Domitien ne les fasse reconstruire sous la forme que l'on voit sur les fragments de la Forma Urbis, le plan de Rome gravé dans le marbre dont j'ai parlé plus tôt. On conserve en effet plusieurs fragments du complexe que vous voyez ici, et des dessins d'autres éléments. On y lit une partie du nom du temple de Sérapis, le Sérapéum, qui se situe dans la partie que vous voyez au-dessus, alors que le temple d'Isis n'est pas indiqué, mais devait se trouver à l'autre extrémité. L'emplacement de ce complexe, destiné au culte de divinités égyptiennes, est d'autant mieux connu que de nombreux fragments de décoration ont été retrouvés dans la zone, de petits obélisques et diverses sculptures importées d'Égypte, parfois très anciennes, et qui devaient participer à la décoration de l'ensemble. Cette décoration aurait été largement augmentée par l'empereur Sévère Alexandre, au IIIe siècle, comme nous en informe le texte antique l'Histoire Auguste. Je cite, « Il embellit avec goût les temples d'Isis et de Sérapis, en les dotant de statues, de bronze de Délos, et de tous les objets de culte utilisés pour les mystères. » Mais qu'en est-il de l'architecture des édifices? Vous voyez parfois des reconstitutions qui leur prêtent un langage architectural purement égyptien, du type de ce que l'on peut voir à Karnak. Et il est vrai que l'on trouve en Égypte des édifices construits sous l'Empire romain, dans un style architectural très fortement égyptien. Ici, l'ensemble devait toutefois comporter une forme de mélange entre les architectures grecques et romaines et égyptiennes. Le complexe revêtait donc un caractère exotique, mais sans pour autant ressembler à de très anciens temples égyptiens. La Forma Urbis nous permet de distinguer très nettement un bâtiment semi-circulaire qui rappelle le Canopus de la Villa Adriana, le palais qu'a fait construire Adrien près de Tivoli. Il s'agit d'un long bassin qui s'achevait sur le Sérapéum et qui renvoyait au Sérapéum de Canopus en Égypte. Et vous voyez que ma reconstitution juxtapose le plan de marbre et les restes de la Villa d'Adrien, avec ce bassin entouré d'une colonnade semi-circulaire. Dans la salle en face, placée sur l'axe de symétrie, devait se trouver la statue de culte de Sérapis, dont on pourrait reconnaître le pied colossal dans celui visible dans la Via Santo Stefano del Caco à Rome. Il faut imaginer ici de nombreuses décorations, y compris des représentations de divinités fluviales, du Tibre et du Nil, autour de l'eau. La place qui sépare les deux temples semble comporter plusieurs éléments, dont des bassins le long de ce mur, mais aussi un obélisque de grande dimension, peut-être celui aujourd'hui installé à la Piazza Navona, et une fontaine qui pourrait avoir comporté la célèbre Pigna de bronze, une pomme de pin installée dans la cour du Belvédère au Vatican, et de laquelle devait jaillir de l'eau, ce que vous voyez ici de manière très schématisée. Cette entrée menait vraisemblablement au sanctuaire d'Isis, dont le temple semble s'être trouvé à l'extrémité d'un dromos, un mot grec utilisé pour désigner les allées bordées de très nombreux sphinx conduisant au temple égyptien, comme par exemple à Karnak. Ces drôles de petites formes symbolisent donc ici des sphinx de pierre séparés par de petits obélisques, comme on en a trouvé dans la zone. Vous pouvez voir sur les côtés des rigoles à la signification symbolique, mais que je ne crois pas véritablement attester. Enfin, toujours à droite et à gauche, vous voyez deux rangées d'arbres, qui résultent de l'interprétation que l'on fait de points espacés de manière régulière sur la Forma Urbis, et qui ne semblent pas être des colonnes. Au bout de la perspective, vous voyez le temple d'Isis, dont la façade est bien connue grâce à plusieurs monnaies. Une représente le temple avant l'incendie de 80, en 71 sous Vespasien. C'est une monnaie qui renverrait à une nuit passée dans le temple par l'empereur et son fils Titus, avant le jour de leur triomphe célébrant leur prise de Jérusalem. L'autre monnaie montre le temple après sa reconstruction sous Domitien, ici entre 94 et 96. Et vous voyez que dans les deux, le temple semble avoir un aspect assez inhabituel, qui montre que s'il n'est pas pleinement conçu dans une architecture égyptienne, il n'en comporte pas moins des éléments venus d'Égypte, avec d'abord un fronton semi-circulaire, puis l'absence de véritable fronton, mais la présence d'une simple corniche, ce qui est la forme choisie pour ma reconstitution, puisqu'on est censé se situer 2 siècles plus tard.
Dans l'édifice devait prendre place la statue de culte qui pourrait, mais encore une fois cela est très hypothétique, être la dite Madame Lucrèce, le haut d'une statue féminine colossale que vous pouvez également voir dans la rue à Rome non loin du Capitole. On arriverait enfin à distinguer au-dessus du temple une représentation d'Isis sur le chien Sirius, qui fait partie de l'iconographie d'Isis. Vous voyez donc que ce complexe religieux est particulièrement intéressant au sein de la ville de Rome, tant par son architecture inhabituelle, sa décoration qui comportait des objets déjà très anciens, et son histoire qui montre des moments de tolérance et de rejet des cultes orientaux, le tout lié à des épisodes clés de l'histoire romaine, que ce soit les guerres civiles, l'avènement d'Auguste, les grands incendies et la prise de Jérusalem. Je vous remercie donc d'avoir suivi ma présentation, en espérant que vous avez apprécié cette courte promenade au sein de ma reconstitution, qui est en perpétuelle évolution, puisque plus je consulte la littérature, et plus j'ai tendance à revoir mes constructions réalisées 10 ans plus tôt. Je remercie Laurence Guirardi de m'avoir proposé de présenter ce projet, et je vous souhaite un excellent festival.